Bonjour à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule Envie de sagesse qui vous mettra, je l'espère, des étoiles plein les oreilles. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'écologie avec notre invité Jean James. Bonjour Jean James. Bonjour Myriam. Et je salue également mon partenaire de radio, Patrick Figeac. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'en profite pour dire que cette émission est en partenariat avec Radio Bastide, votre média villeneuvois, qui nous accueille dans son studio aujourd'hui. Alors on va aborder, Jean James, autour de ce thème de l'écologie, on va parler quand même de votre parcours. Alors Jean James, je vous donne la parole pour vous présenter. Pour me présenter en quelques mots, eh bien moi je suis effectivement déjà biologiste de formation et après je me suis plus orienté vers ce qu'on appelle l'écologie humaine. Et aujourd'hui, donc l'écologie humaine, alors qui m'a amené à faire des recherches, j'ai passé d'abord une thèse sur les chevreuils, donc au CNRS, c'était en 1981, et ensuite j'ai repassé un travail de mémoire, de thèse qui est en écologie humaine à Bordeaux, c'était en 1996, et ma thématique de thème, c'était l'alimentation durable, soutenable. Donc j'ai fait ce travail de mémoire, et ensuite, comme travail de recherche, j'avais un travail sur l'alimentation, sur du fromage végétal. C'est en faisant cette recherche que j'ai créé un fromage qui s'appelle le Sojami, qui a été primé par l'Agropole d'Agen, et aujourd'hui j'ai changé de métier, donc je m'occupe d'une petite structure qui s'appelle le Sojami, donc voilà. Mais entre-temps, j'avais aussi créé à l'époque une association qui s'appelait Irénis, dont l'objet de l'association était de s'occuper d'écologie humaine. Alors qu'est-ce que l'écologie humaine ? C'est justement la thématique que j'avais travaillé à Bordeaux. C'est, si vous voulez, l'écologie, bon, tout le monde connaît la définition d'écologie, c'est la science des liens. Et l'écologie humaine, ça traite de l'homme, de l'être humain et de ses liens avec son environnement. Donc dans toutes ces dimensions, vous voyez. Donc c'est très très large, c'est une science qui est une science transversale où on peut faire dedans des sciences de l'éducation, on peut travailler sur de la santé, on peut travailler sur de la culture et tout. Donc ça, c'est l'écologie humaine. Aujourd'hui, et là, récemment, je donnais des cours, il y avait un Master 2 en écologie humaine à l'Université de Bordeaux qui a été arrêté en 2022, donc pour des questions de politique et de stratégie de l'université et de budget aussi. Et donc, dans cette thématique, moi, c'était donné par des professionnels, je m'occupais de l'alimentation responsable, l'alimentation durable. Et à ce titre, on avait réalisé un documentaire qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelait Comment nourrir l'avenir. Et je crois, Myriam, que vous nous aviez déjà interviewé sur cette thématique il y a quelques années. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a quelques années. Exactement. Vous avez présenté le film à l'Agropole. Exactement. Qui s'appelait Jeux de l'esprit, si je me souviens bien. Alors ça, c'était le deuxième travail que l'on a fait. Le premier travail était Comment nourrir l'avenir, qui concernait plus le domaine agroalimentaire. Et ensuite, on a fait un travail qui, là, était plus un travail d'écologie humaine, mais on va dire de plus peut-être philosophique, en tout cas, qui était plus de la recherche pas appliquée, mais de la recherche plus intellectuelle sur le fond, c'est le changement de paradigme. Aujourd'hui, on est dans effectivement une crise écologique, une multicrise, une crise plus globale, et si vous voulez, la réflexion était que c'était notre vision du monde, c'est notre paradigme, notre façon de voir le monde, qu'on devrait retravailler, repenser pour essayer de trouver des solutions à toutes nos crises actuelles. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on disait avec un autre invité sur ce thème-là de l'écologie, c'est-à-dire finalement, on essaye tant bien que mal de changer extérieurement, de trouver des solutions qui ne marcheront jamais si on ne change pas profondément l'intériorité de l'homme, du pollueur finalement. Oui, tout à fait. En fait, nous, on part justement de quelque chose qui est assez de bon sens, si vous voulez, c'est que notre vision du monde, elle entraîne souvent nos relations au monde, et nos relations, elles entraînent nos actions dans le monde. Vous voyez, on peut prendre un exemple très très concret dans nos sociétés, par exemple dans la vision du monde, dans l'alimentation. Nous, nos sociétés, par exemple, on aime les chiens, on a une relation avec les animaux, on ne va pas manger les chiens, c'est-à-dire qu'on a une vision des chiens comme les animaux de compagnie de l'homme. Donc notre relation avec les chiens sont des relations vraiment, si on peut dire, des animaux de compagnie, les chiens et les chats. Et alors donc nos comportements ne sont pas d'abattre les chiens, alors qu'on a déjà une vision du monde, par exemple, différente avec les vaches et les autres. Donc c'est un petit exemple, vous allez dire, mais c'est dans l'alimentation, c'est par rapport à finalement comment on aborde le monde, et souvent on l'aborde d'une façon aujourd'hui, donc notre monde, disons, occidental, peut-être d'une façon prédatrice, puisque tout est là pour être exploité, pour être... Alors ça, c'est justement ce que l'on a développé dans ce
film Jeu de l'esprit, que vous avez vu à l'Agropole aussi, qui est, il nous faut changer cette vision donc d'exploitation, de prédation du monde, pour arriver à trouver d'autres relations avec notre monde environnement et environnant et trouver d'autres actions dans le monde. Mais ça, des sociétés l'ont déjà fait dans le temps. On n'est pas allé, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des sociétés plus anciennes qui ont déjà fait cela. Oui, tout à fait. On pense aux sociétés amérindiennes, ou les traditions amérindiennes, avec le chamanisme, exactement, avec leur rapport avec la nature, où ils voient finalement quelque part, j'allais dire du sacré, mais même plutôt tout est esprit en fait. Il parle à l'esprit de l'arbre, à l'esprit de l'eau. Exactement. Tout est esprit, tout est vie en fait. Tout est vie. La vie est dans tout, si on peut dire dans l'autre sens. Donc la vie est dans tout et c'est à nous de réouvrir les yeux, de nous reconnecter à cela pour essayer de trouver en fait notre juste place dans cette grande vie, si on peut dire, dans cet écosystème vivant. Et Patrick, c'est vrai que le problème vient depuis longtemps du fait que l'homme s'est cru extérieur à la nature. Oui, tout à fait. Et il pouvait donc la dominer et la soumettre. Tout à fait. Et à partir du moment où, comme le disait Myriam avec les Amérindiens et autres, on commence à comprendre que l'homme fait partie intégrante de cette nature à laquelle il est indissociablement lié, déjà, il va être amené à y faire attention. Tout à fait. Et tout à fait. Et là, et c'est vrai que on touche un problème qui est fondamental, mais qui est profond, qui est un problème philosophique profond, puisque on est dans des civilisations judéo-chrétiennes, et dans les premiers textes de la Bible, dans la Genèse, on parle que Dieu a mis la terre à disposition de l'homme pour que l'homme l'exploite. Donc quand vous avez des croyances qui sont comme ça dans toutes ces grandes religions monothéistes, là on touche à un domaine où vraiment... effectivement, ces nations amérindiennes ou animistes ou autres n'avaient pas cette approche et ont été beaucoup moins prédatrices vis-à-vis de l'environnement. Mais aujourd'hui, nous, on est en train de payer cela. On est en train de payer des milliers d'années de vision du monde où on a considéré que toute créature, que ce soit une plante ou n'importe quoi, c'était quelque chose que l'on devait exploiter, quantifier et qu'on devait monétiser. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est quand même là-dessus aussi. Et c'est vrai que on a eu du mal à aller à l'encontre de cette idée dominante. Et je me souviens, moi, d'un prêtre qui était psychanalyste, qui s'appelait Eugène Drewermann, qui a commencé à aller contre en disant « Mais attendez, on est en train de devenir fou. Je pense qu'on n'a pas mesuré le drame qui est en train de se préparer. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux. » Et malheureusement, il n'a pas été écouté. Oui. Et à partir de ce moment-là, l'économie a pris le pas sur la technique, sur l'humain, et donc il faut être rentable. Exactement. Aujourd'hui, on est dans une notion, malheureusement, de rentabilité à tous les niveaux de notre vie, et qui fait que toute la plupart de nos problèmes sont là. Alors, on le disait l'autre jour aussi, alors l'argent est un outil, ça c'est clair, mais notre vision du monde, on l'a développée, qui est une vision dualiste, c'est-à-dire que dans tout système écologique vivant, c'était un peu là la base de notre jeu de l'esprit, tout système vivant est vraiment une valse à 3 temps, si on peut employer une image un peu joyeuse. Et cette valse à 3 temps, toute cellule dans tout organisme, elle reçoit de l'information. Elle la capte, donc, elle a des outils pour cela, elle la capte, elle l'intègre, elle la transforme, elle a aussi des outils pour ça, et elle la réémet. Et c'est cette réémission, c'est ces redonnées, c'est cette générosité, ce qui sort de nous, qui aujourd'hui est la pierre d'achoppement de tous nos problèmes, de beaucoup de nos problèmes. On remettrait le courant en place, et cette énergie, elle est bloquée, et notre société est bloquée là-dessus, et nos économies, et tout, et la santé des gens aussi. Et l'argent. Et l'argent. Dont tu parles, Jean. Exactement. C'est bien ça, c'est devenu simplement, là aussi, un outil de domination. Un outil de domination, de puissance. Et c'est dans si vous voulez, aujourd'hui, l'objectif de la vie, c'est en fait, comme on dit, on gagne sa vie à la perdre, hein, mais c'est d'accumuler. Oui, on spécule. On est cupide. Exactement. On a accumulé. Oui. Et cette accumulation, cette cupidité est vraiment un cancer notoire de notre civilisation et de notre mode de vie. Et le problème, ce sont les grandes agences bancaires qui, finalement, là aussi, jouent au Monopoly avec l'argent des contribuables bien sûr. et des sociétés. Oui, bien sûr.
Alors, je voulais rebondir sur cette notion d'accumulation parce que finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que pour ne pas culpabiliser, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans un discours où les gens se disent on nous culpabilise, on veut plus entendre, les jeunes ils nous disent on veut plus entendre qu'on a tout détruit, c'est pas nous. Et comment s'en sortir? Et en fait, si on pourrait dire que peut-être que la conscience humaine, elle a eu besoin pendant tout un temps d'accumuler parce qu'elle avait besoin de se construire comme ça. Elle a même, mais arrivé à un certain moment de l'évolution, c'était peut-être fait, entre guillemets, fait exprès. C'était peut-être moyen de se rendre compte que finalement, plus on se perd en accumulant, en cherchant à dominer la nature, à dominer le monde, qu'il a perdu la connexion dont vous parliez, là, le petit lien avec lui-même. Mais peut-être qu'il fallait qu'il se perde l'homme pour pouvoir se rendre compte qu'il n'a pas, il a beau chercher à voir tout, il est rien en fait sans la nature. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Myriam. Et un des points de repère, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les accords de Bretton Woods. Que disent-ils? Il dit que l'or, qui était la valeur refuge, va être remplacé par le dollar. Et à partir de cela, c'est fini. La machine s'emballe et il va y avoir les États-Unis omnipuissants et omniprésents sur la scène internationale avec le dollar comme étalon de richesse. Oui. On est passé là-dessus. Et puis ensuite, c'est allé très vite puisque c'est en 1973 où l'État français n'a plus la possibilité d'emprunter auprès de la Banque de France. Et on voit bien comment, progressivement, ça aussi, tout est déstructuré, tout s'est dérégulé, et on arrive à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et je pensais, en faisant un raccourci, que quand même l'événement de la crise des subprimes en 2008 a été quand même aussi, là aussi, un point de rupture entre l'ancien fonctionnement et aujourd'hui. Ça a coûté 4 000 milliards d'euros. Que nous avons tous, les citoyens de l'Occident, été à rembourser. Pour quel résultat? Nous sommes en 2024, rien n'a changé. Tout est revenu comme avant. C'est grave ce qu'on est en train de vivre. Oui, non, mais c'est grave. Mais de toute façon, c'est grave et en même temps, il y a beaucoup de discours là-dessus, sur l'effondrement, sur la collapsologie et autres. Mais comme le disait Myriam, il ne sert à rien de culpabiliser, mais surtout de donner aussi des lueurs, de donner aussi quelque chose qui permette aux gens d'espérer. Qui donne espoir, ça c'est essentiel. Ça c'est essentiel parce que on a un système, effectivement, qui est non seulement spolié, mais qui nous emmène à la catastrophe. C'est un train qui roule et on va vers une catastrophe. Ça, on le sait. Alors, est-ce qu'on saute du train? Est-ce qu'on arrive à freiner tout? C'est la grande question. La grande question aujourd'hui est... Mais je pense que, justement, dans cette grande question, c'est vraiment une question profonde. C'est vraiment une question... Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait d'accumuler, de la cupidité, de la propriété, toutes ces choses-là. On a sans doute l'humanité, et comme chacun de nous, on a besoin de faire des expériences. Et on a ces expériences où on accumule, où on avance. Et à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Finalement, la personne au seuil de sa vie qui est un milliardaire, mais il n'est pas plus heureux qu'un autre. Il s'aperçoit qu'il est peut-être même plus malheureux qu'un autre. Plus malheureux. Donc il a passé sa vie à vouloir accumuler, mais... Quand on regarde les vraies valeurs fondamentales, qui sont des valeurs fondamentales d'amour, de spiritualité ou autre, qu'est-ce qu'il a de plus ou qu'est-ce qu'il a? Non, c'est peut-être quelqu'un qui, par rapport à... Moi, ça m'est arrivé, j'ai beaucoup voyagé, de voir dans des pays où vraiment des pays qu'on appelle en voie de développement, entre guillemets, pour être poli, comme les sociétés occidentales vis-à-vis d'eux, hein, mais des pays qui sont pauvres et qui n'ont rien, les enfants qui couraient dans la rue ou autre, qui n'avaient rien... mais ils étaient épanouis, heureux, radieux. Alors je dis pas qu'ils sont pas soumis à plein de choses, des maladies ou autres, à faire attention. Mais je veux dire, le bonheur, on n'a pas réussi à dissocier finalement que le bonheur, la sagesse ou les choses qui ne sont pas liées à tout ce qui est ce monde matériel. Je rebondirai là forcément sur sœur Emmanuelle qui a tellement dit ça quand elle est rentrée du Caire où elle aidait dans les bidonvilles en Égypte et qu'elle disait moi là-bas je voyais des sourires, je rentre en France je vois une autre misère mais beaucoup plus profonde. Elle voyait pas de sourire, elle voyait que du désespoir sur les visages.
C'est vrai, cela, oui. Je vais vous proposer, cher Jean-James et cher Patrick, une première pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer cette discussion, cet échange sur l'écologie humaine et peut-être une autre écologie à trouver, l'écologie intérieure. À tout de suite. Je suis avec mes invités Jean-James. Bonjour, bonjour Myriam. Et Patrick Figeac, qui est plutôt mon partenaire de radio, mon chroniqueur pour cette émission Envie de sagesse. Alors nous étions tout à l'heure partis sur ce sujet passionnant qu'est l'écologie humaine que nous présentait Jean-James, et puis nous avons évoqué, nous avons terminé quand même cette émission sur une petite note d'espoir. Et j'aimerais qu'on poursuive, Jean-James. Comment est-ce qu'on peut redonner l'espoir, malgré le constat que l'on peut faire aujourd'hui, sur les drames qui se passent en écologie, en environnement? Redonner l'espoir, je pense, c'est d'abord une question effectivement intellectuelle, entre guillemets. On redonne l'espoir dans l'esprit, si on peut dire. Je mettrais de côté pas l'aspect... L'écologie, c'est pas la nouvelle religion, comme on dit, parce que je me méfie du mot religion, même si le mot religion en tant que tel est un très beau mot, puisqu'il veut dire relier. Religere, relier. Et ce qui est finalement la fonction de l'écologie, l'écologie est la science des liens. Donc l'écologie nous permet de trouver que les choses sont reliées entre elles. Donc il y a des points communs entre les deux. Mais je mettrai de côté les religions et je mettrai de côté l'écologie. Mon discours, il est avant tout écologiste, scientifique, écologue. Donc par rapport à ça, je pense que un discours écologique, c'est un discours de bon sens avant tout. Vous devez être capable avec un discours, non pas de vous adresser à des enfants comme à des personnes instruites, comme à des personnes non instruites. C'est le bon sens, c'est la vie. La vie, c'est du bon sens. Et nous sommes tous des vivants, nous avons eu tous le droit de vivre. Donc nous sommes là, je pense que pour effectivement trouver ce que notre place dans cet écosystème, dans ce monde. Et je crois, on parlait tout à l'heure des États-Unis, des présidents des États-Unis. Il y avait une phrase d'un président qui m'avait marqué, qui malheureusement, ce pauvre président, il a fini, John Fitzgerald Kennedy, qui disait dans un discours désormais fameux: ne vous demandez pas ce que vous pouvez prendre à l'État, mais demandez-vous pour vous ce que vous pouvez plutôt donner à l'État. Moi, je dirais qu'au lieu de supprimer le mot État, on mettrait la vie. Mm-hmm. Et il faudrait plutôt se dire, ne nous préoccupons pas de ce que l'on peut prendre à la vie, mais préoccupons-nous de ce qu'on peut donner à la vie. Et je pense que à partir de là, et ça, si vous voulez, c'est vraiment ouvrir une vanne, une vanne la vanne de la générosité, c'est vraiment la vanne de la santé, c'est la vanne de tout ce qui va être la sagesse aussi, de tout ce qui va nous permettre de voir un peu plus de lumière dans notre quotidien. La sagesse, c'est ça, c'est donner, n'est-ce pas, Patrick? Voilà. Tout à fait. On a l'habitude de dire avec Jean que la vie, c'est donner, recevoir. Oui. Et que là, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, et à tous les niveaux, où on a l'impression... On ne pense qu'à prendre, on ne prend qu'à capter. Oui, c'est ça. Et donc, c'est la captation, c'est avoir, c'est posséder, c'est dominer. Et Myriam, ça fait partie aussi d'un monde masculin. Oui, ça aussi. C'est-à-dire, c'est tout encore le patriarcat qui s'est développé autour de cette idée qu'il fallait absolument, on y en parlait, soumettre à la nature et la dominer, et puis ensuite on sait tous les combats qu'ont dû faire les femmes pour se libérer de la tutelle des hommes. Eh bien, c'est cette même chose. Et aujourd'hui, moi je serais plutôt optimiste parce que le vent est en train de tourner. Et je pense que les futures années seront davantage centrées sur le féminin, qui est la moitié du monde économique, et où il y aura davantage besoin d'abandon, besoin de soins, besoin de lâcher prise. Et je crois on en voit aujourd'hui les prémices, et je pense qu'un certain nombre d'aspects de notre vie risquent d'en être modifiés profondément, et ce n'est que justice. Qu'en pensez-vous, Jean-James? Oui, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec cela, que le monde est trop masculin dans le sens de trop guerrier, mais dans le sens de trop prendre, accumuler. Et qu'aujourd'hui, bon, la place des femmes est de plus en plus reconnue, et de plus en plus, même officialisée dans la société. On a la prochaine présidente, il y a des présidentes déjà dans le monde qui sont des femmes. Peut-être qu'aux États-Unis, ça, on aura une femme. Peut-être qu'en France, donc là, pour moi, là, il y a, je veux dire,
c'est la normalité qui est en train de se passer. On est en train de se recentrer et tout. Alors, je ne suis pas pour un tout féministe comme un tout le patriarcat. Le matriarcat, c'est l'harmonie entre les deux qui nous Oui, tout à fait. Parce que chaque être Il faudra faire attention d'ailleurs à ne pas basculer dans un autre déséquilibre. Exactement. Tout être humain, il a une partie féminine, une partie masculine. Tout être humain. Tout à fait. Donc c'est cet équilibre-là qui est de la sagesse. Hein. C'est la vraie sagesse que de retrouver son équilibre en soi, c'est-à-dire l'équilibre de ce qui est reçoit, qui est plutôt la partie féminine, de ce qui va émettre, qui est la partie masculine. Donc, le yin et le yang. Exactement. C'est cet équilibre à retrouver, que nous devons retrouver pour pouvoir repartir. Alors on parlait aussi tout à l'heure effectivement des expériences locales et je trouve aussi que les choses vont partir localement puisqu'on est dans un système qui est aujourd'hui tellement complexe. Nos sociétés sont des pyramides qui ont monté, mais qui sont trop complexes. Et qu'aujourd'hui, les modes de vie, les expériences locales et de communautés ou de groupes et tout, sont des expériences qui sont intéressantes parce que, alors ça n'empêchera pas l'interdépendance avec plein d'autres structures, mais revenir à des dimensions. On disait à une époque en écologie, je me souviens, small is beautiful. Vous voyez, le petit, il est beau, mais le local et tout ça, je pense qu'il va falloir le regarder de près. Et surtout arrêter de dénigrer aussi ces expériences et les aider, les encourager. Puisque demain, on va être soumis peut-être à des conditions où alors, je sais pas, est-ce qu'on aura de l'électricité, est-ce qu'on a ci, est-ce qu'on a ça. Alors, oui. on a besoin de retrouver une forme d'autonomie, d'abord personnelle, hein, c'est-à-dire une autonomie de sagesse, si on peut dire, et ensuite de voir après comment on peut, avec d'autres personnes, vivre des expériences, des choses qui vont nous faire avancer. Quoi. Alors concrètement, moi j'ai envie de vous demander, Jean-James, si un auditeur nous écoute, peut-être se dira-t-il, tout ça c'est bien beau, mais ça m'avance à quoi dans ma vie ? Concrètement, vous proposeriez quoi pour commencer à faire comme on disait tout à l'heure, on parlait de Pierre Rabhi, pour apporter sa petite goutte d'eau dans ce vaste océan qu'est l'écologie, qu'est l'environnement. Comment nous, dans notre vie d'occidentale, qui avons tendance à accumuler des choses dans notre vie de tous les jours, par quoi on pourrait commencer pour être plus soucieux de la nature, de l'environnement ? Ça part dans tellement de directions. Hein. Est-ce que vous en avez des pistes ? C'est très vaste comme question, puis ça dépend du chemin de chacun. Et c'est une question difficile, parce que moi je ne vais pas me mettre dans quelqu'un qui va donner les solutions. Je pense que les solutions, on les a ensemble, ça doit être collectif d'une part. Moi je ne suis pas pour la question je ne pense pas au sauveur, à la notion de sauveur que tout le monde a attendu. Non, les questions, on va trouver des solutions ensemble, si vous voulez. Et donner des solutions, c'est pas toujours ou dire... Il y a des axes qu'on peut prendre, il y a des axes qu'on peut prendre. Ça c'est très juste ça. Nous, on a une petite association où on fait des petites choses ensemble. On part plutôt sur des projets, des programmes, des choses concrètes. Notre association s'appelle Irénis. Bon, je fais pas de la publicité particulièrement pour Irénis, on est une quinzaine de membres. Et on veut pas forcément se retrouver demain à des milliers de membres, mais si vous voulez, je pense que dans la vie de chacun, à partir du moment où on a inversé les choses, on trouve toujours l'occasion, soit d'être généreux, soit de trouver des gens avec qui on peut travailler, qu'on s'entende bien, qui vont dans un sens de respect de l'environnement, il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui se font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail d'ONG, le travail associatif, est quand même une force vive de la nation qui fait peut-être plus bouger les choses que l'État en tant que tel. Hein. Oui, tout à fait. Mais l'État, faut pas s'en priver non plus. C'est nous l'État aussi. Faut pas l'oublier. C'est nous l'État. Ça, c'est vrai. C'est nos impôts. Et c'est nous qui votons. Et c'est nous qui votons. Donc, normalement, nos députés, notre président de la République, il n'est pas, dans la vraie démocratie, c'est nous qui l'avons mis en place et c'est lui qui doit nous écouter. Imaginez toujours, on en avait parlé une fois, c'est qu'aujourd'hui, il faut remettre les choses à l'envers. On avait toujours parlé... Ou à l'endroit. Ou à l'endroit, si vous voulez, mais elles sont à l'envers. À l'endroit, donc dans le fait on a l'économie, l'écologie et la politique. On va le dire entre les deux. Aujourd'hui, on est dominé par un monde économique, c'est lui qui a le pouvoir. Ensuite, on a un monde qui est le monde politique, qui essaie de faire ce qu'il peut. Puis on a le monde écologique qui est vraiment... Alors qu'on devrait être vraiment dans l'inverse. On devrait être l'écologie qui inspire le politique, qui maîtrise l'économique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le politique qui maîtrise l'économique, c'est l'inverse. Et ça, tant qu'on sera dans c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On sera dans cette dynamique-là. Mais surtout aussi, je pense, quelque chose qu'il faut sortir de nos peurs.
Ah. Parce que là, c'est un mot important, la sagesse, c'est sortir de sa peur. Parce que beaucoup de gens sont bloqués, pensent justement, on voit, ils ont peur. Oui. Ils ont peur, on me dit, qu'est-ce qui va se passer? On a peur. Non, je veux dire, la vie, elle est plus forte. Il faut laisser la vie faire, la vie passer, et les solutions arrivent. Hein. Donc si je pouvais résumer ce que vous avez partagé quand même, finalement, quelque part, une petite route à suivre, ça serait déjà ne plus avoir peur, mais déjà pour ça, faut affronter ses peurs peut-être, et c'est déjà une première partie, donc faire un travail, un chemin personnel sur ses propres peurs, décider de se dire, mais au-delà de ma peur, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, vous nous avez quand même dit, mais les solutions, elles sont à chacun de nous. Il suffit d'avoir juste ouvrir son cœur, peut-être, ses yeux, à ce qui se passe autour de nous. Il y a plein d'associations. Vous nous encouragez aussi à faire partie de... Et se connaître, se connaître aussi. Se connaître soi-même. La santé, trouver sa santé, sa propre santé, qui n'est pas forcément la même que les autres. Oui. Trouver son chemin, s'épanouir, vivre, s'épanouir et redonner. Eh bien, merci Jean James. Je vous propose une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver pour la dernière partie de cette émission, tout de suite après. Merci. Avec moi en studio, Jean James. Rebonjour, biologiste de métier. Oui. Vous êtes actuellement à la tête d'une société, créateur de la société Irénis. Le Sojami, société Le Sojami et l'association Irénis. Et l'association Irénis, c'est moi qui ai inversé. Voilà, la société Sojami à l'agropolage et l'association Irénis. Vous nous partagez votre vision sur l'écologie humaine et votre sagesse, on va dire votre point de vue de sagesse sur cette notion. Qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau? Il y a également avec moi Patrick Figeac, mon chroniqueur pour cette émission de radio. Et alors Patrick, je voulais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur ce thème de l'écologie humaine? Je reviendrai tout simplement à l'humain, et en écoutant Jean s'exprimer, me revenait à l'idée, celle de citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Posons-nous la question. C'est 3 aspects dans le citoyen. Le premier, il y a le civisme. Le second, il y a la civilité. Et le troisième, il y a la solidarité. Or, nous l'avons complètement oublié. Et si je reprends chacun de ces aspects, le civisme, ça partirait presque de cette phrase « Ne fais pas à ton voisin ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est le respect de soi et le respect de l'autre. La civilité, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je participe à la vie de ma commune. Je participe aux élections. Je participe au conseil de quartier. J'essaie de m'investir pour le bien-être social du quartier, du hameau dans lequel je vis. Et c'est vrai que il y a bientôt 40 ans, le regretté Michel Barouin avait créé la Fondation de l'Homme Citoyen, où là, se retrouvaient à chaque échelon des personnes qui travaillaient ensemble sur notre bien-être, le bien-être social, le bien-être physique, le bien-être spirituel. Et il n'a pas eu le temps de pouvoir le mettre en œuvre, que toutes ces initiatives pouvaient remonter au niveau régional d'abord, national ensuite, et certaines traduites en projet de loi et en loi. Donc, la civilité, c'est, je prends, comme Pierre Rabhi, je fais ma part, je n'attends pas que les élus le fassent, mais moi aussi, j'essaie d'œuvrer là où je suis, pour que le monde tourne un petit peu plus rond. Et le troisième aspect, la solidarité, bien sûr, c'est-à-dire être là, présent, attentif aux souffrances de l'autre. Et c'est pouvoir y porter remède dans tous les domaines. Domaine culturel, domaine sportif, domaine social, domaine écologique. Je crois qu'un des maîtres mots, c'est retrouvons la citoyenneté. Et si, moi j'en ai fait l'expérience, nous demandions avec des jeunes, qu'est-ce que pour vous un citoyen? Ils sont drôlement ennuyés pour répondre à cette question. Un citoyen, c'est surtout celui qui va voter,
Une fois tous les 6 ans pour les maires, une fois tous les 7 ans pour les députés, une fois tous les 5 ans pour le président. Ça s'arrête là. Je vote, donc je suis citoyen. Mais c'est pas que ça. Tout à fait. Et vous, John James? Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick. On a retrouvé certaines choses, certaines valeurs. Et c'est vrai que dans ce qui est, moi j'ai bien aimé ce troisième volet qui est la solidarité, qui est le partage en fait, puisque c'est quelque chose qui manque totalement aujourd'hui à nos modes de vie, à notre société. Et moi, ça m'a inspiré quelque chose aussi, ces paroles sur des expériences d'éducation. Et j'ai toujours trouvé que finalement l'éducation, depuis le plus jeune âge, puisqu'on revient toujours à notre problématique qui est celle de accumuler, depuis le plus jeune âge, on nous rend plus heureux en recevant des cadeaux plutôt qu'en donnant des cadeaux. On a toujours l'impression, donc on est récompensé quand on reçoit quelque chose. Donc forcément qu'avec ce schéma très profond en nous, on va être toute notre vie, même d'adulte, on va toujours dans une dynamique de vouloir accumuler puisqu'on a une récompense, on a une récompense. Donc, et je pense que l'éducation, par exemple, que on pourrait arriver, et ça je pense que la connaissance, si vous voulez, on va dans quelque chose de plus sage, de philosophique, une connaissance n'est bien acquise que lorsqu'elle est bien transmise. Et je crois que ça serait quelque chose en termes de nos systèmes éducationnels, nos systèmes d'éducation, de faire en sorte qu'on ait cette trilogie qui est le savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Qu'au finalement on apprenne aux enfants, bon, on a pour être très concret, on apprend à faire un gâteau ou du pain, on a un savoir pour cela, on a un savoir-faire, on a une pratique, mais que la connaissance ne soit acquise que lorsqu'ils puissent la retransmettre bien. Oui. Et on devrait plutôt récompenser, entre guillemets, finalement, quelqu'un qui a bien su donner, puisqu'il a bien acquis sa connaissance, que finalement quelqu'un qui l'a bien acquis. Mais c'est le redonner. Si vous voulez, vous m'apprenez ou je vous apprends quelque chose, et c'est vous qui passez l'examen, mais la note, elle me revient à moi et pas à vous. Ça veut dire que si vous avez une bonne note, je vous ai bien retransmis, donc j'ai bien retransmis la connaissance, mais si vous avez une mauvaise note, c'est moi qui ai la mauvaise note, parce que j'ai mal retransmis, donc je recommence. Et je pense que retrouver des petites idées toutes simples dans la générosité, remettre les choses dans le bon endroit, comme on disait, effectivement, à l'endroit, pas à l'envers, mais les remettre, rouvrir la vanne du courant, c'est ça qu'il faut qu'on trouve, des petites choses qui rouvrir. Ah, ça, c'est essentiel. Être citoyen, c'est la solidarité. Oui. C'est cet aspect-là de cette vanne à réouvrir pour les gens et pour avancer. À retransmettre, ça c'est sûr, et je sais que Patrick nous rejoindra. C'est vraiment la clé, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, en fait, ce fameux recevoir, donner, redonner. Et je reçois et je redonne. 3 mots. Oui, 3 mots simples. 3 mots simples. Oui. Évolution, adaptation, régulation. Qu'est-ce que, par rapport à moi, j'évolue, travailler mon évolution. Au fur et à mesure que je grandis, je suis là aussi à mesure d'acquérir un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus d'habileté. L'adaptation par rapport aux autres. Comment je fais? Je ne dois pas être toujours m'imposer par la force. Je dois toujours m'adapter pour essayer de trouver là encore le juste équilibre et éviter les conflits. Et puis la régulation, c'est avec l'environnement. Comment je me régule? Et comment, avec cet environnement, j'arrive à trouver ce point de bascule entre le ni trop peu. Et moi, en vous écoutant, Jean James et Patrick, j'étais revenue il y a quelques années en arrière, en 2008, justement, juste après cette fameuse crise des subprimes. Il y avait aussi, je vivais à l'époque en Guadeloupe, il y avait une forte crise identitaire, une crise de revendication. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici. Et où j'habitais, à l'endroit où je vivais, il y avait beaucoup de ruptures de stock. On avait des pénuries de plusieurs choses dans les magasins. Et il y avait un climat un peu de peur et de manque qui a fait que, à cette époque-là, je faisais partie d'un réseau d'initiatives solidaires qui avait été créé par notre ami Bernard Monteau, Patrick, et qui avait eu cette idée, parmi plein d'autres initiatives, où on pouvait se retrouver en réseau. Et donc, on avait fait un jardin partagé. On avait fait venir quelqu'un qui nous avait montré comment faire un compost. On avait le plaisir de jardiner ensemble. On avait le plaisir de cuisiner ensemble. Je me rappelle de cette omelette aux patates douces, un régal. Et c'était une joie. J'ai trouvé beaucoup de bonheur dans cette initiative
qui, au bout d'une année, s'est un petit peu effiloché parce que la crise, dehors, ça allait mieux. Donc, on reprenait nos habitudes de consommation. Et comme par hasard, étrangement, mais on avait moins le temps et l'envie de se retrouver pour partager, comme si c'était quelque part lié. Hein. Avec autre chose, Myriam, c'est que nous avons, en Occident, perdu l'habitude de l'effort. Alors vous avez commencé ces initiatives, et puis ensuite, il y a un peu de routine qui s'instaure. Et on est appelé à l'extérieur par d'autres forces. Il faut savoir renoncer à ce qui nous paraît secondaire pour rester dans ce qui est primordial pour nous. Or là, on le voit bien, vous commencez à jardiner, à cuisiner ensemble, et puis des habitudes se prennent, et puis au bout d'un an, ça va mieux dehors, alors on arrête ce qui était le terreau fertile d'où pouvaient émerger d'autres initiatives qui s'étiolent. On le voit partout, y compris dans nos radios associatives. Ouais. Alors nous arrivons à la fin de cette émission, et je vais vous proposer de nous partager une citation, une phrase de sagesse qui vous inspire. Alors si vous n'en avez pas en tête, moi je vous en ai proposé quelques-unes, vous choisirez. En tout cas, voilà la mienne qui, je trouve, illustre bien nos propos. Le monde tel que nous l'avons créé est le résultat de notre pensée. Il ne peut être changé sans changer notre pensée. Et cette citation, elle est d'Albert Einstein. Exactement. Ah, vous la connaissiez, Jean James. Elle fait partie justement du livre et de notre jeu de l'esprit. C'est une citation alors là, je ne le savais pas. Début, et qui dit que si l'homme veut atteindre un plan plus élevé, effectivement, il est indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. Je vous promets que je n'en savais rien. Et bien voilà. Patrick, est-ce que tu as une citation ? Une de notre grand monsieur, c'était Antoine de Saint-Exupéry. Oui. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça, je sais que c'est ta citation fétiche, Patrick. Ou alors j'en ai une autre. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'augmentes. Magnifique. Et il y en a une autre que je voudrais vous partager aussi, qui est celle de Khalil Gibran, qui a écrit Le Prophète, qui dit « Personne ne peut vous apprendre quoi que ce soit qui ne repose déjà au fond d'un demi-sommeil dans l'aube de votre connaissance. » C'est tout à fait exact, ça. Oui. C'est-à-dire, au fond, on a tous cet embryon de connaissance, on l'a tous au fond de nous. Exactement. Et tout le mérite de l'enseignant, c'est de le réveiller ou pas. Voilà. Et alors, pour revenir quand même à notre thème, et on va se recentrer sur ce thème de l'écologie humaine et de l'écologie intérieure, je vais vous laisser le petit mot de la fin. L'écologie humaine, je crois que de toute façon, elle est là. Elle viendra de plus en plus. Les gens sont de plus en plus conscients quand même par rapport à ça, par rapport à leur lien avec la nature. C'est pas toujours facile pour eux de d'aller se retrouver dans la nature, de retrouver un lien, mais je crois qu'il y a une volonté. Alors, c'est pas parfait, bien sûr, hein, mais ça évolue. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, même dans l'organisation des villes. Alors peut-être qu'on avancera là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a mérite d'avoir de l'espoir, même si tout peut paraître sombre autour, il y a quand même de l'espoir, il y a des initiatives qui sont là, et il faut avancer. Alors, ça passera peut-être par des bouleversements, mais une crise n'est jamais négative, hein. Une crise a toujours quelque chose, une opportunité pour grandir. C'est dans notre propre existence, on a des tas d'années de crise, mais c'est pour grandir et évoluer. Et ça, là-dessus, je reste un éternel optimiste. Oui, je partage, c'est très, très juste. Et toi, Patrick ? Restons fondamentalement optimisme. Disons que, comme se plaît à le dire Jean James, aujourd'hui notre vieux monde meurt, un autre peine à émerger, et dans cet entre-deux émergent des monstres. Nous y sommes, mais gardons espoir, parce que, comme disait Friedrich Hölderlin, là où croit le péril, naît aussi ce qui sauve. Exactement, ça c'est une belle parole. Eh bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette bulle de sagesse. Merci à mes invités, Jean James et Patrick Figeac, pour avoir participé à cette belle émission. Merci Myriam, avec plaisir. Et belle semaine à tous.